Cette vidéo est très spéciale. En fait, elle me tient beaucoup à cœur parce que elle m'a pris un peu 6 heures de montage, mais aussi parce qu'en fait, ça présente une pensée nouvelle qui demande en fait à ce que votre pensée soit libre et pas écrasée par tous les problèmes quotidiens. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo dans un moment de la journée où vous êtes tranquille, où vous pouvez vous concentrer, parce que premièrement, en fait, c'est plus une écoute. Oui, parce qu'avec 6 heures pour faire tout un script, les recherches, comprendre et vulgariser, tout en rendant le script dynamique pour pas que ça vous emmerde au niveau de l'audio, bon, on va dire que franchement, ça demande un certain taf. J'avais pas envie de me rajouter du taf avec un montage en plus. Voilà, surtout qu'en plus le montage, ça allait vous déconcentrer. Donc voilà, vraiment écoutez-le quand vous êtes tranquille, quand vous pouvez penser librement, et j'espère que la vidéo vous plaira parce qu'elle m'a pris un temps fou et que surtout elle présente une pensée incroyable qui vraiment pourrait apporter une révolution limite en fait dans votre façon de voir le monde entier. Qu'est-ce que ça fait d'être un rocher pour un rocher ? Cette question paraît de prime abord assez simpliste et même sans intérêt. Cependant, si elle est bien traitée, elle pourrait apporter un véritable changement dans notre façon de voir le monde. Dans le titre de la vidéo, j'ai fait une blague en rapport aux personnes s'auto-identifiant HPI et ou hypersensibles. Pourtant, lorsque je cite l'hypersensibilité de ce rocher, ce n'est pas totalement faux. Attention, ce rocher n'est pas hypersensible. Cependant, l'idée de sensibilité seule n'est pas totalement stupide. Pour comprendre ce que je veux dire, il faut distinguer deux termes. La sensibilité et la sentience. C'est super simple, ne t'inquiète pas. La sentience, c'est simplement la capacité à ressentir quelque chose. Et ce, à travers une expérience subjective. La sensibilité, quant à elle, c'est cette capacité à réagir à quelque chose. Donc, si nous suivons cette logique, si je jette une pierre, elle réagit à la force de lancer. En revanche, elle ne ressent rien à travers une expérience subjective. Elle est donc sensible. Quant à moi, si je me fais pousser, oui, je vais réagir à cette force, mais je vais aussi vivre le moment à travers une expérience qui me sera personnelle. Je suis donc sensible, mais avant tout sentient. Voici donc la première thèse, tout est sensible et certains êtres sont sentients. Cependant, imaginez que nous nous soyons trompés. Et si tout était sentient ? C'est la thèse que certains philosophes chercheront à défendre, comme Maupertuis, en passant par Diderot, qui a fait un travail excellent au passage, jusqu'à certains philosophes d'aujourd'hui. L'un des premiers est Maupertuis, qui va écrire « Les éléments matériels possèdent une forme primitive de perception, de désir et d'aversion ». Ce qu'affirme ici Maupertuis, c'est que cette pierre, par exemple, est sentiente, mais à une intensité réduite. Et justement, pourquoi le monde ne pourrait-il pas être sentient, avec la sensibilité comme degré d'intensité ? C'est sur cette base qu'un certain Diderot commencera un long voyage. Son raisonnement va suivre cet ordre. Premièrement, et selon Diderot, il faut considérer la nature comme une seule et même substance. Il n'existe pas deux natures. Ensuite, il continue son raisonnement et se dit « Il est impensable et impossible que le sentant puisse naître du non-sentant. Ça va de soi. » Parce que appelle-moi quand tu verras un chat sortir d'un rocher. Donc si je résume, il n'y a qu'une nature, et l'idée d'un sensible qui émerge de l'insensible est impensable. De ce fait, nous pouvons en déduire que la sensation a toujours existé, puisqu'elle est là et qu'elle n'a pas pu naître. C'est là que Diderot arrive à cette conclusion. Il faut que la pierre sente, même si cela est dur à croire. Mais ce raisonnement pose un problème. Si tout est vrai, alors il doit y avoir une différence d'intensité dans la subjectivité de l'intensité de la sentience. Mais alors, comment penser une sentience de la pierre, et ce à minima ? Eh bien, pour y répondre, Diderot va d'abord distinguer deux types de sensibilité. Oui, encore une distinction. Il va nous dire, eh bien, il y a une sensibilité latente, celle de la matière brute, l'eau d'une rivière par exemple, et une sensibilité active, assimilée par les êtres vivants. Pour illustrer, si je prends de l'eau d'une rivière, et que je la bois, elle ira dans mes cellules, elle fera partie de moi. Et puisque je vis à travers l'ensemble constituant mon corps, eh bien l'eau devient vivante, sa sensibilité devient active. Et là, c'est le moment où je passe pour un fou. Cependant, Diderot n'aura pas le temps de finir son raisonnement. En effet, il mourra avant. Mais il va écrire dans une lettre à la fin de sa vie, lettre qui était destinée à Sophie Volant, sa femme, « La sensibilité générale de la matière n'est qu'une supposition qui tire toute sa force des difficultés dont elle débarrasse ce qui ne suffit pas en vraie philosophie. » Alors moi je parle français et j'ai rien compris. Donc on va décortiquer tout ça.
En fait, ce que dit Diderot, tout simplement, c'est que lorsque l'on affirme que la matière est sensible, ça ne vaut pas vraiment comme explication parce que ça rend les choses plus faciles sans expliquer comment la pensée apparaît réellement. Bon, Diderot est mort, il n'a pas été capable d'achever son œuvre, c'est triste mais vrai. Que va-t-il se passer? Eh bien un homme passionné de philosophie qui tomba sur les travaux de Diderot va se mettre en quête de créer à partir de ses travaux cette philosophie du sensible. Il se nomme Fabien Nivière. Et n'ayant pas lu uniquement Diderot, sinon il réussirait pas, il va se rendre compte de par lui-même, mais également de par ses lectures, qu'il y a un blocage causé par un dualisme marqué entre la matière et l'esprit. En effet, depuis Descartes, et même depuis Platon, nous creusons un abîme entre la réalité objective, mesurable et matérielle, et la matière subjective, faite des qualités sensibles, couleurs, saveurs, localisées à l'intérieur du vivant. Demandez à un physicien c'est quoi la couleur jaune. Il vous dira tout simplement, c'est une lumière dont la longueur d'onde se trouve autour de 570 à 590 nanomètres. Maintenant, posez la même question à une conscience. Elle vous répondra naturellement, le jaune m'apparaît comme une expérience vécue. Bon, il y a donc une différence entre ce que décrivent les sciences, la réalité objective, et ce que perçoit le sujet, la réalité subjective. Cependant, un homme du nom de Whitehead, un philosophe américain, a dénoncé cette séparation. Globalement, il nous déclare qu'en Occident, nous avons coupé la nature en deux. Et qu'il existe maintenant cette séparation entre nature objective, muette, quantifiable, et nature subjective, renvoyant à l'expérience vécue et irréelle, car non quantifiable. Et c'est justement cette séparation qui a créé les trois principales impasses à la philosophie moderne. 2. Comment des causes physiques peuvent produire des expériences conscientes. Et 3. Comment relier la science objective et l'expérience vécue. Et c'est là que notre cher Fabien Nivière rentre en scène. Ayant réfléchi à la question, il ne trouve qu'une solution. Il faudrait créer une philosophie qui serait en mesure de relier la philosophie et la science. Et donc relier esprit et matière. Pour cela, il ne faudra pas partir de l'un pour comprendre l'autre, mais trouver leur point commun. Ce point commun, c'est le mouvement. Vous savez, avant le XXe siècle, on pensait que la matière était constituée de petits grains, les atomes. Cependant, les technologies augmentent, les recherches deviennent de plus en plus précises, et on se rend compte d'un truc. Eh bien, si on zoome sur cette pierre par exemple, il y a des atomes. Si on zoome encore, il y a des quarks. Et si on descend à 10 puissance moins 21 jusqu'à moins 43, le principe de corps disparaît. Il ne reste que de l'agitation, de la pure agitation. Voilà, donc là, c'est là où vous me prenez réellement pour un fou. Bon, résumons. Nous savons ce qu'est la matière, il est temps de parler de l'esprit. Si nous regardons l'étymologie, nous voyons qu'il vient du latin spiritus, qui signifie le souffle, soit du mouvement. Sentir, percevoir, être conscient, c'est toujours se détacher d'un donné. De ce fait, on retrouve l'idée d'écart à soi. Cependant, Fabien Nivière se rend compte qu'il n'y a aucun mot pouvant définir la pensée mouvement. C'est pourquoi, en partant du grec, il va créer la notion suivante, la rhythmologie universelle. Le mot rhythmologie vient du grec rhusmos, qui signifie la forme qui se détache dans le flux. En clair, c'est une variation d'énergie, un gradient dynamique pour les plus scientifiques. Ce que Nivière veut nous faire comprendre, c'est que tout ce qui existe, matière comme esprit, c'est du mouvement. C'est une variation d'énergie originaire, c'est-à-dire à l'origine de tout le temps. Et donc à ne pas confondre avec originel. De plus, nous voyons que c'est cette fluctuation d'énergie, le point commun entre matière et esprit. Et ce point commun se nomme la fluctuation quantique. Ok, on vient de découvrir ce qui a remplacé les atomes des anciens, et qui en revanche est l'ancêtre de ce que l'on nomme la sensation. Enfin bon, cette fluctuation, elle est quand même partout, tout le temps, et ce, dans la nature. Mais c'est quoi la nature? La nature vient de physis, soit la puissance de faire naître, la puissance de faire croître. Mais si on regarde dans le sanskrit, qui est bien plus lointain que le grec ou le latin, on voit le mot bout, qui signifie le mouvement infini. En clair, le mouvement dans le mouvement. Un objet ne bouge pas, mais plus on va zoomer, et plus on va avoir un mouvement qui sera de plus en plus agité. Pour la simple et bonne raison qu'une fluctuation quantique, c'est ce qui n'est jamais égal à soi. Le temps de dire que c'est une fluctuation,
Elle s'est déjà divisée. C'est une bifurcation infinie. Maintenant que certains termes sont définis, il manque une dernière petite chose, la dernière. Si Fabien Nivière a pour objectif premier de créer une philosophie du sensible, il faut donc par bon sens définir ce qu'est une sensation. Accessoirement, ça peut aider. Et pour ce faire, nul besoin d'invention, car la définition la plus pure de la sensation se trouve dans un ouvrage de Merleau-Ponty. À la page 9 du livre Phénoménologie de la perception, il écrit « Sentir, c'est être un quelque chose au milieu d'autre chose, un quelque chose au milieu d'un champ. » Bon, la définition est très vague, mais elle est pure. On va tout de même préciser tout ça. Sentir, c'est exister au milieu de ce qui existe, pas juste l'observer. En d'autres termes, quand on sent quelque chose, on n'est pas encore un spectateur à distance. On est un quelque chose parmi d'autres quelque chose, pris dans un ensemble, un champ de sons, de couleurs, de température, de présence. La sensation, c'est ce moment où votre personne et le monde, vous vous touchez directement, sans passer par l'analyse ou les mots. Bon, on a toutes les définitions, il est temps maintenant et de manière courte et simple de définir ce fameux lien recherché entre nature et sensation. La nature, c'est un écart à soi. Elle engendre de la différence à l'infini. De plus, celle-ci a une mémoire primitive. En effet, si à chaque instant une vague arrive sur le rivage, mais que cette vague ne revient jamais de la même manière, sous prétexte qu'elle modifie le rivage lors de son arrivée, il y a tout de même un retour. Ça suppose que le réel garde la trace, même minimale, de son passage. Donc une mémoire primitive. Au final, nous voyons qu'il y a un point commun entre la nature et la fluctuation quantique, mais également un lien entre la sensation et cette fluctuation quantique, dû au fait qu'il y a un lien entre la sensation et la mémoire primitive de la nature. Au final, nous voyons qu'il y a un point commun entre la nature et la fluctuation quantique, mais également un lien entre la sensation et la fluctuation quantique. Tout simplement car il y a ce lien entre sensation et mémoire primitive de la nature. Nous venons, je vous l'annonce, de rétablir ce lien perdu il y a des millénaires. Très bien, à présent, cherchons à savoir comment ne plus transférer sa nature humaine sur ce qui ne l'est pas. Vous savez, la plupart du temps, on se demande qu'est-ce qu'il y a dans la nature qu'il y a également chez l'homme, comme si l'homme était la source de tout. Cependant, la bonne formulation serait qu'est-ce qui existe en l'homme, qui existe également et a toujours existé dans la nature, à savoir le point commun entre un rocher, un homme et un arbre. C'est ça la bonne démarche, celle qui nous éloigne de l'anthropomorphisme. Malheureusement, même si nous sommes proches de la fin, ce n'est pas fini. En effet, il y a un problème qui se pose face à cette vision de la nature sensible. Si tout est sensible, comment distinguer la sensation d'un être vivant de celle de l'être inorganique? Le point de départ de la réponse, c'est la sentience universelle. Nivière nous propose de nommer holopathie ce caractère sensible de la nature dans son entièreté. Il faut bien comprendre qu'à toute existence est attachée une expérience spécifique. En fait, il n'y a pas d'être sans expérience d'être, car la relation est première par rapport aux entités qu'elle relie. En clair, ce n'est pas parce qu'il y a deux danseurs qu'il y a une danse. C'est la danse, la relation, le mouvement partagé qui fait exister les danseurs comme danseurs à cet instant. Cette relation présente dans la nature et qui tisse l'essence de la physis, donc cette puissance de création, eh bien sont innombrables et forment un continuum. Simplement, depuis notre perspective dualiste, grossière du vivant humain, nous rangeons cette richesse infinie de relations dans les deux seules catégories compréhensibles par nous. Les rythmes vivants et les rythmes inorganiques. Nous avons séparé le mouvement de la nature dans ces deux catégories, mais comment peut-on les distinguer? Et donc, par la même occasion, quelle est la différence entre les deux? La réponse se trouve dans un mot qui fait très peur, la thermodynamique. En effet, en thermodynamique, je vous rassure, ça va être simple, un système physique, c'est-à-dire moi, un rocher, ma chambre, peut se trouver dans deux états différents. Un état d'équilibre, ou alors un état loin de l'équilibre. Commençons brièvement par définir ce qu'est un état d'équilibre. L'état d'équilibre, c'est ce système fermé qui n'évolue pas au cours du temps et surtout n'échange aucune matière ni aucune énergie. On dit de lui qu'il est adiabatique. Vous vous souvenez de l'agitation du début de vidéo? Eh bien, les vibrations d'un système à l'état d'équilibre maintiennent cet équilibre par un imperceptible pullulement vibratoire proche du zéro énergétique. En d'autres termes, c'est un équilibrage de toutes les fluctuations d'énergie
qui se compense, se neutralise autour d'une moyenne statistique, le zéro énergétique. Cet état est ce qu'on appelle, et à tort, le repos ou la mort. Je dis à tort car en les nommant ainsi, on confond vibration stationnaire et immobilité absolue. Je dis à tort car en les nommant ainsi, on confond les vibrations stationnaires et immobilité absolue. Maintenant, passons à son inverse, le système loin de l'équilibre. Ce système, c'est un peu comme l'inverse total de l'état à l'équilibre. Ce genre de système peut engendrer spontanément des formes en maximisant justement le flux d'énergie qui les traverse. En 1970, le chimiste belge Ilya Prigogine a inventé le terme de structure dissipative dans le but de désigner ces processus d'organisation spontanée que l'on rencontre parfois en chimie hétérogène. Quand je parle de chimie hétérogène, je parle des réactions oscillantes de type Belousov-Sabotinsky. Je vous rassure, c'est super simple, ce sont simplement des motifs d'oscillation qui se forment lorsque l'on mélange certains réactifs. Il faut aussi noter que ce processus se manifeste toujours dans des organismes vivants qui, de par ce processus, maintiennent un déséquilibre constant avec leur milieu. Par exemple, il peut faire moins 3 degrés dehors, mon corps restera à 37 degrés. Bon, évidemment pour ça, il faut que je m'aide avec des vêtements chauds, mais globalement vous avez compris le principe. Or, si, comme nous venons de le montrer, n'importe quel mouvement naturel est toujours associé à une expérience vécue qui en est la doublure invisible, alors la science du mouvement est également une science de la sensation. Dans ce cas, il devient légitime d'inventer en philosophie une nouvelle discipline épistémologique, c'est-à-dire une étude critique de la science. Une discipline que l'on pourrait désigner comme étant la thermodynamique de l'expérience. Cette nouvelle approche révolutionnaire pourrait finalement unir la vision poétique et la vision scientifique du monde, artificiellement séparées depuis le commencement de la science occidentale qui a malheureusement créé une ambivalence entre l'objectif et le subjectif. Elle pourrait décrire tout ce système physique à partir de son affectabilité singulière. C'est en suivant ce programme que l'on pourrait dès lors distinguer les respirations naturelles, loin de l'équilibre, des respirations à l'équilibre. Et bien, pour cette fin de vidéo, c'est ce que nous allons faire. Allez, on commence par la sensation loin de l'équilibre. Nivière propose le mot hétéropathie afin de définir cette sensation. Il faut bien comprendre que une sensation qui se maintient loin de l'équilibre pendant une certaine durée, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant un être vivant. Comprenez que l'organisme, c'est une structure dissipative qui se maintient par ce fameux déséquilibre qu'il entretient avec son environnement. Il fait 20 degrés dans ma chambre, pourtant mon corps, lui, est à 37 degrés. C'est de par cette séparation entre sensation et matière qui est minimale que le vivant peut interagir avec son environnement. Être sentant, pour le vivant, c'est décoïncider avec le morceau de matière qu'il est. D'un côté, il y a la subjectivité qui perçoit, c'est-à-dire l'activité du vivant, un agir. De l'autre, ce qui est senti ou perçu, c'est-à-dire la matière du monde assujettie à cette activité, un pâtir. À préciser que cette matière peut être également nous-mêmes. Enfin, la dernière caractéristique de cette hétéropathie, c'est les degrés d'objectivation, les degrés de représentation. Une philosophe et psychologue du nom de Joël Proust a distingué plusieurs niveaux d'objectivation. Les voici. La proto-représentation intensive d'un mollusque, pas très précis, je vous l'accorde. La proto-représentation catégorisante de l'araignée, c'est un peu mieux. Et enfin, la représentation détachée des mammifères supérieurs entre parenthèses, dont le système nerveux est plus complexe. Au final, on voit que chez les êtres vivants, tous les degrés d'intensité sensorielle existent. En revanche, toute manifestation prend la forme d'une relation. C'est pourquoi celui-ci n'a affaire qu'à des relations. Il ne fait donc aucune expérience de l'absolu. Absolu, dans ce que je présente actuellement, c'est l'absence de relation ainsi que toutes les relations à la fois, ce qui globalement revient au même. Mais alors, en quoi le sentir de l'inorganique diffère-t-il du sentir du vivant? Eh bien, c'est la dernière ligne droite. La sensation à l'équilibre. La différence se trouve dans l'organisation du mouvement. En effet, la matière inorganique se reconnaît par son rythme dans le mouvement. Sa fréquence au niveau de l'agitation, qui est extraordinairement haute, avec également une amplitude quasiment nulle. J'ai pas dit qu'elle était nulle, j'ai dit quasiment nulle. Mais réfléchissons un peu. Si l'état d'équilibre est un état macroscopique, homogène, uniforme à notre échelle de perception, d'où tout contraste a disparu finalement, il n'y a par conséquent aucune différence entre le sentant et le senti.
le percevant et le perçu, la pensée et le monde. Dans l'inorganique, la sensation et la matière se marient dans une relation qui pourrait être dite d'infinitésimale, c'est-à-dire relatif aux quantités infiniment petites. Cette sensation et cette matière coïncident si parfaitement qu'il en devient impossible d'en détacher un monde objectif. La mort, c'est un sentir sans aucune altérité. C'est un sentir de toutes les intensités à la fois. Un sentir global, sans distance ni durée, au cours duquel le cosmos fait l'expérience indivisible de son ubiquité et de son omniprésence. Dans cet état, l'idée même d'espace et de temps disparaît, et toute l'information est immédiatement disponible. Dans le théâtre quantique, le mathématicien Alan Kohn fait une description fascinante à travers le récit de son héroïne Charlotte qui, après sa mort cérébrale programmée, revient dans le monde des vivants. Durant sa mort cérébrale, Charlotte a accès à la totalité de l'information quantique. C'est comme si la nature s'appréhendait dans son entièreté. Selon le célèbre mot de Marx, dans sa thèse de doctorat sur Épicure, soutenue à Iéna en 1841, il nous dit se toucher elle-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si elle se touchait elle-même dans une sorte d'auto-affection originaire, c'est-à-dire, je le rappelle, à l'origine de tout le temps. C'est pour ça que Fabien Nivière invente le mot autopathie. C'est simplement car l'état d'équilibre, c'est le sentir de soi. Il ne s'agit plus d'une intériorité au sens d'un ego. Chez l'inorganique, la subjectivité ne doit pas être vue dans les termes d'une conscience individuelle, mais comme une véritable conscience d'univers. On parle d'une subjectivité pré-individuelle, une expérience immersive dont de nombreuses sagesses ont soupçonné l'existence, mais sans pouvoir lui donner une réelle fondation physique incontestable. Romain Rolland, un écrivain français, la surnomme la sensation océanique. Ouais, plus vague tu meurs, hein, t'as compris? Vague, océan. Ouais bon, on fait ce qu'on peut hein, pour les blagues, hein, merde. Bon, pour être plus sérieux, les bouddhistes et les hindouistes parlent du soi, qu'ils opposent à l'ego individuel. Car au final, cette pensée que je vous présente fait également écho aux enseignements les plus vénérables de la pensée orientale, dans la tradition de l'Advaita Vedanta. Mais ce sera pour une autre vidéo. Dans tous les cas, je suis très fier de vous avoir présenté cette pensée qui met fin à la bifurcation entre l'objectif et le subjectif dénoncée par Whitehead. Pour plus de précisions sur cette pensée, je vous invite à lire La sagesse de la nature de Fabien Nivière ou encore La pensée rythmique et la mort du même auteur. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour un sujet qui sera tout aussi intéressant, je vous rassure. Peace!